Il y a un fossé entre les prescriptions religieuses et ce qui se passe dans la pratique. J'appelle ici les rabbins francophones à réfléchir à ces principes-là et à se joindre à cette discussion qu'il y a avec les associations animalistes pour essayer de voir comment on peut améliorer le sort des animaux. Véganisme, cause animale, spécisme, des termes qui prennent de plus en plus de place dans notre société. Pour mieux comprendre les enjeux de la cause animaliste et déchiffrer les objectifs de ce mouvement, je reçois ce matin Rachel Twitou, candidate du Parti animaliste aux élections législatives dans la 8e circonscription des Français de l'étranger, qui a recueilli au premier tour un peu plus de 200 voix et qui va nous donner quelques explications sur ce mouvement. Rachel, bonjour. Bonjour, Michael. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, d'abord, présentez-vous. Vous êtes israélienne, franco-israélienne. Depuis combien de temps en Israël ? Oui, alors moi j'ai fait mon alia il y a 10 ans maintenant. Je vis actuellement à Hadera. Et effectivement, ça fait depuis de longues années que la cause animale est un sujet qui me tient à cœur. Et j'ai pensé que les législatives étaient une excellente opportunité pour porter cette question dans le débat politique. Alors, un parti animaliste, de quoi s'agit-il ? Alors, le parti animaliste a pour vocation de défendre les intérêts fondamentaux, la valeur intrinsèque des animaux. C'est pas un parti qui dit on veut donner tous les mêmes droits que les êtres humains, par exemple le droit de vote. C'est pas pertinent. Ce qu'on veut, c'est que les intérêts fondamentaux des animaux soient respectés. Ce sont des êtres sentients qui ressentent la souffrance, le plaisir, la joie, la peine. Et le parti animaliste veut faire avancer cette cause, autant dans le débat public que dans le champ politique, en essayant de promouvoir cette cause sur le plan législatif. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer, parce que le débat, il y a quelques semaines, on a reçu ici le grand rabbin Fison, qui défend notamment l'abattage rituel, la shrita en Europe. Dans quelle mesure on peut être, juif, pratiquant, traditionnaliste, et défendre la cause animaliste ? Oui, alors c'est une excellente question. Je souhaite tout d'abord rappeler que le judaïsme est empreint de compassion envers les animaux. Si on regarde les impératifs, on parle maintenant d'impératifs religieux. Effectivement, dans la Torah, il y a plusieurs impératifs, comme Tsar Baalei Chaim, de ne pas faire souffrir les animaux. Je peux citer par exemple le psaume 145 qui dit « L'Éternel est bon envers tous et sa compassion s'étend à toutes ses créatures ». De plus en plus de rabbins nous s'interrogent sur ce qu'on appelle les conditions d'élevage, de transport et d'abattage des animaux dans l'industrie d'aujourd'hui. L'industrialisation est une source de souffrance énorme pour les animaux en amont, même avant l'abattage. Je voudrais vous citer le cas des poulets, par exemple, qui sont parmi les animaux les plus maltraités dans cette industrie. En Israël, tous les jours, on abat presque 1 million de poulets. Des animaux qui sont entassés dans des hangars où ils ne voient jamais la lumière du jour. On leur coupe le bec à vif. Le bec est une partie de l'animal qui est extrêmement sensible et donc ils ressentent la douleur. Et on leur coupe le bec. On ne nettoie pas ces hangars pendant les 7 semaines où ils sont engraissés avec des hormones de croissance. Leurs pattes ne supportent plus le poids de cette croissance rapide et se brisent. 90% des animaux ont des ruptures au niveau de leurs os. Donc tout ça, ces conditions-là, beaucoup de rabbins les dénoncent aujourd'hui, et de rabbins israéliens, mais aussi des rabbins anglo-saxons, et je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, le rav Mordechai Azran dit si on vérifiait, et là il parle de l'abattage, si on vérifiait le couteau après chaque abattage, le kilo de poulet coûterait 50 shekels. Le rav Noam Bechor dit les animaux endurent une souffrance terrible et on y met le label Kasher Badatz. Rav Guidon Holland nous dit les conditions d'élevage des poules sont d'une cruauté extrême. Le Rav aussi Avizarki, qui est un ancien shoret, dénonce les cadences d'abattage. Il nous dit que chaque jour, il tuait 5000 poulets,
300 vaches, c'est des cadences où on ne peut plus respecter la shrita. Il y a un fossé entre les prescriptions religieuses et ce qui se passe dans la pratique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que la communauté francophone, et j'appelle ici les rabbins francophones, à réfléchir à ces principes-là et peut-être à se joindre à cette discussion qu'il y a avec les associations animalistes pour essayer de voir comment on peut améliorer le sort des animaux et repenser notre rapport à eux. Alors, le rapport, vous l'avez cité, le Tsar Balei Chaim, le rapport à l'animal est très important dans la Torah. On a l'impression, dans ces mouvements, en tout cas de ce qu'on a entendu ces dernières années en Europe, en Israël, c'est nouveau un parti animaliste. Ça n'existe pas dans la société israélienne, en tout cas en tant que parti politique. On a l'impression parfois que vous mettez au même niveau l'humain et l'animal, ce qui peut choquer certains. Quelle est votre position sur cette question ? Alors, en termes de souffrance, la souffrance d'un animal est la même que celle d'un humain. Et ça, c'est purement scientifique. Il n'y a pas de différence. D'ailleurs, Maïmonide, Rambam, nous expliquait que, dans le Guide des Égarés, nous explique il n'y a pas de différence entre la souffrance d'un homme et la souffrance d'un animal. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de différence. Bien entendu, il y a des différences de langage. Par exemple, les animaux ne communiquent pas comme les humains. La socialisation ne se fait pas de la même façon. Mais malgré ces différences, ces autres différences, on se doit quand même de respecter l'individualité de l'animal. Et en fait, on ne sera que grandi, nous, en tant qu'humains, en respectant ces êtres qui sont plus vulnérables et qui n'ont pas de voix pour se défendre. Quel est votre programme ? Vous avez un programme politique, puisque vous êtes présenté à des élections. Quel programme politique qu'est-ce que vous allez défendre, disons demain au Parlement ou un jour en Israël à la Knesset, au-delà de la cause animale? Est-ce que c'est pas juste un sujet qu'on pourrait défendre comme un lobby, le lobby des agriculteurs ou des pêcheurs? Est-ce qu'il y a besoin d'un parti, d'une voix différente, unique? Alors aujourd'hui, oui, il y a besoin que ce parti se distingue des autres partis et que donc ils mettent en avant la cause animale, bien que, je tiens à le rappeler, il y a beaucoup de liens entre la cause animale et l'environnement, mais aussi le sort de l'homme et son avenir. Donc on pourra y revenir si vous voulez après. Mais pour l'instant, il est important de visibiliser cet électorat, de montrer que ceux qui ont voté pour le parti animaliste, c'est des gens qui considèrent que cette question est cruciale, qu'elle doit être traitée. Et moi, j'invite tous les autres partis à inclure des mesures significatives, que ce soit en Israël, dans les partis israéliens, mais aussi dans les partis français, à inclure des mesures en faveur des animaux, et je n'en serais que réjouie. Maintenant, il est possible, pour l'instant, le parti animaliste est transpartisan, il ne fait aucune alliance avec les autres partis. Dimanche, il y aura les élections en France. Les questions qui reviennent souvent, c'est mais comment vous vous positionnez sur le SMIC, sur les retraites ? Tout ce qui n'est pas en rapport direct ou indirect avec les animaux, le parti ne se positionne pas. Et le parti ne fait pas d'alliance avec les autres partis. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment visibiliser cet électorat et montrer à la classe politique qu'il y a des gens qui considèrent cette question comme importante. Voilà. Vous m'avez fait remarquer, hors antenne, qu'un des deux candidats au second tour des législatives ici, dans la 8e circonscription, citons le Meir Habib, a publié une vidéo sur la souffrance animale. Est-ce que vous avez été en contact avec lui ? Est-ce que vous pensez que c'est une manière de dire je veux aussi attraper les voix des animalistes, des électeurs du parti animaliste ? Alors, je me réjouis que Meir Habib évoque la question de la condition animale. Ça montre qu'il a compris que c'est une question qui devient importante. Maintenant, je souhaite rappeler que dans cette vidéo, il parle essentiellement des colliers à pointe des chiens et de la question la question de contrôle au gouvernement qu'il a présentée à l'Assemblée. Nous, on aimerait que, et j'invite les deux candidats qui sont maintenant au second tour, qu'ils élargissent à d'autres sujets, parce que les chiens et les colliers à pointe, c'est une proportion mineure des animaux qui sont maltraités et abusés. Donc, par exemple, je pense qu'il faut aussi s'intéresser aux animaux d'élevage. Ça représente des millions chaque jour qui sont exploités. Donc, j'invite Meir Habib à venir me consulter et on peut même en discuter s'il le souhaite, et je lui ferai part de mes recommandations sur ce sujet. Alors, vous vivez en Israël. En Israël,
C'est connu, Israël est un pays où le véganisme fonctionne très bien, des pays au monde où il y a le plus de restaurants véganes. Par ailleurs, la tradition du barbecue et les traditions juives aussi, de manger de la viande les jours de fête, les poissons en Israël, beaucoup de pêche, etc. Comment, dans cette société, on arrive à faire passer ces messages? Est-ce que vous êtes confronté à de l'hostilité? Oui, alors effectivement, je pense qu'il faut rappeler que aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation. On n'est plus comme il y a 200 ans où on mangeait de la viande juste pour Shabbat ou du poisson. Aujourd'hui, certaines personnes mangent de la viande ou du poisson 2 fois par jour. Et il faut s'interroger, il faut aller au-delà de la question animale que j'ai évoquée, que j'ai déjà traité dans les précédentes questions, et élargir le sujet aux enjeux aujourd'hui pour notre société, pour l'homme. D'abord, les enjeux écologiques. L'élevage est responsable de 14,5% des gaz à effet de serre. L'élevage est responsable de 80% de la déforestation en Amazonie. Donc déjà au niveau écologique, il y a un vrai problème qu'il faut adresser. Deuxièmement, l'aspect sanitaire. L'ONU a identifié qu'il y a 7 facteurs qui favorisent les pandémies. Parmi ces 7 facteurs, 4 sont en lien avec l'exploitation animale. C'était pas plus tard qu'il y a quelques mois, et encore aujourd'hui, il y a des problèmes de grippe aviaire dans les élevages industriels. On tue par millions des oiseaux qui sont ensuite jetés dans des fosses. Et moi, je trouve que c'est scandaleux. C'est scandaleux d'un point de vue humaniste, c'est scandaleux d'un point de vue écologique, c'est scandaleux d'un point de vue alimentaire quand on sait qu'une grande proportion de la population mondiale souffre de malnutrition, qu'on jette tant de denrées alimentaires. Par ailleurs, je souhaite souligner que pour produire 1 kilo de protéines animales, il faut 7 kilos de protéines végétales qui pourraient directement nourrir des hommes. Donc, je suis un petit peu alarmiste là, mais je veux aussi rassurer les gens qui nous écoutent que moi je travaille dans un fonds d'investissement. Je suis en charge d'un portefeuille d'investissement pour des startups qui sont innovantes dans ce qu'on appelle la food tech, c'est-à-dire les technologies de l'alimentation. Et parmi les startups avec lesquelles je travaille et que l'on finance, beaucoup de startups israéliennes d'ailleurs, dont je suis très fière qu'Israël soit précurseur dans le domaine, on aide à développer des protéines dites alternatives. Protéines de synthèse, par exemple avec la culture cellulaire, mais aussi avec les méthodes de fermentation, par exemple pour le lait, la start-up Remilk, qui dans le milieu est très connue, qui en fait permet de produire des vraies protéines de lait sans utiliser l'animal, la vache. Et ils font ça en laboratoire, c'est la vraie protéine. Je ne vous parle même pas ici de protéines végétales, je vous parle de la vraie protéine animale sans utiliser les animaux. Alors, ça va prendre du temps avant que ce soit disponible aux masses. Ça va prendre une dizaine d'années. Maintenant, en attendant, je pense que les gens doivent peut-être réfléchir à cette surconsommation qui n'est pas nécessaire. Si les gens même ne mangeaient de la viande que à Shabbat, par exemple, ou que pendant les fêtes, mais ce serait déjà un progrès énorme pour les animaux, énorme pour l'environnement et pour les générations futures, parce que quand même, je pense que les gens se préoccupent de savoir quel monde ils vont donner à leurs enfants. Justement, vous parlez de... On a évoqué plutôt la shrita. Et on sait qu'il y a beaucoup de consommateurs de viande. Vous avez parlé de la food tech. Aujourd'hui, avec les cellules, on pourrait prochainement, et ça existe déjà d'ailleurs, de faire de la vraie viande à partir de cellules animales sans pour autant tuer l'animal. Vous imaginez un monde, donc, avec votre connaissance de ce milieu des startups, un monde dans 10 ans, dans 20 ans, où on pourrait manger la même chose qu'on mange aujourd'hui sans que les animaux en souffrent. Et c'est ça qui est magnifique. C'est qu'en fait, c'était déjà une prémonition du Rav Kook dans ses traités Chazon Atzrim Chonut Vea Shalom. Il avait prédit... La vision du végétarisme. Voilà, exactement. Vision du végétarisme et de la paix. C'est un ouvrage qui a été compilé par son disciple David HaKohen en 1904. Et il prédisait cette ère où on ne fera plus souffrir les animaux. Et ben moi, je suis très, très heureuse de vous dire que je le vois aujourd'hui parce que je travaille avec ces entreprises du futur et que c'est une question d'une dizaine, quinzaine d'années avant que ce soit
accessible aux masses et que les gens puissent consommer de la viande avec le vrai goût de la viande, du poisson avec le vrai goût du poisson, du lait avec le vrai goût du lait, sans faire souffrir d'animaux. Voilà, c'est la touche optimiste, je dirais. Une dernière question quand même, par rapport à votre parti animaliste, qui parti animaliste s'est opposé à l'abattage rituel en Europe. Est-ce que vous êtes un peu démarqué de ça, ou vous aussi vous êtes opposé à la shrita ici en Israël? Alors, comme je suis membre du parti animaliste et que je représente le parti animaliste, je ne peux pas exprimer mes opinions personnelles. Donc, je vais juste me rappeler effectivement que c'est la position du parti animaliste qui est en effet opposé à la shrita pour des questions qui sont avancées de bien-être animal. Mais je pense qu'au-delà de la shrita, il faut rappeler que le parti animaliste veut une réduction de la consommation de viande. Par ailleurs, je souhaite aussi rappeler que dans le programme, il est écrit une interdiction de l'abattage rituel en France. Il n'y est pas mention de l'importation possible. Ça, ce n'est pas mentionné. Voilà. Donc, en ce sens, voilà. Donc, ça, c'est la position du parti, effectivement. Je vous remercie, Rachel Twitou, pour ces explications, et on souhaite bonne chance pour parvenir à minimiser la souffrance animale. Merci, Michael Blum. Merci de m'avoir reçu.